Aujourd'hui, je reçois Christophe Nick qui vient nous parler en avant-première des ateliers du FIFO. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors toi, tu vas tenir un atelier. Ben oui, on m'a demandé ça, c'est un grand honneur, je suis très très content. Donc il s'agit de faire un atelier d'études sur l'écriture du documentaire. Comment est-ce qu'on écrit un documentaire? Comment un documentaire se construit? C'est pas comme du journalisme, c'est pas de la littérature, c'est pas de la fiction. C'est un style, c'est un genre. Et donc ça nécessite des règles et en même temps c'est un instrument de liberté, le documentaire. Oui, donc, parce que quand même il faut une problématique, on va pas à la chasse au documentaire comme ça, c'est une véritable écriture. C'est une écriture, c'est d'abord une histoire, on raconte une histoire, mais c'est aussi un point de vue, le documentaire. C'est quelque chose il y a toujours un angle d'attaque quand même. Oui, mais en même temps un point de vue d'auteur, c'est-à-dire que c'est très affirmé, c'est un regard sur le monde, un regard sur la société, sur les hommes. Le documentaire, il a forcément un peu de colère en lui. Oui, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Oui, et puis voilà, c'est pas fade le documentaire, ça dénonce, ça montre. Parce que toi, tu en as réalisé pas mal quand même. Ouais. Alors on pourrait donner pour nos auditeurs qui découvrent. Alors j'ai fait beaucoup de séries depuis le début des années 2000 sur les grandes zones de fracture de la société française. Donc on avait fait d'abord une grosse série de 4 films qui s'appelait Chronique de la violence ordinaire, qui essayait on a tourné pendant 3 ans dans une petite agglomération au nord de Paris qui s'appelait Creil, pour essayer de comprendre tout bêtement le rapport qu'il peut y avoir entre le fait qu'une femme sur 10 est battue et qu'en bas il y a 10 petits cons qui font chier tout le monde. Oui. Quel est le rapport ? Comment on en est arrivé là ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est une interrogation et puis du coup on reste pendant 3 ans, on filme des histoires, on voit comment elles se développent, mais tout ça est une tentative d'analyser, de montrer où sont les vrais problèmes. Parce que sur 3 ans par exemple, est-ce que tu avais écrit tout sur 3 ans, mais ou alors au fur et à mesure, tu es venu parce qu'il y a plusieurs épisodes. Et oui, c'est ça la question. C'est le point de départ, c'est de se poser cette question. Quel rapport y a-t-il entre ces violences intrafamiliales et puis cette petite délinquance qui embête tout le monde? Alors, on pose la problématique, on n'a pas la réponse. Mais est-ce qu'on a déjà une idée? On a l'idée de créer un dispositif. C'est-à-dire que ça sert à rien de partir partout dans toute la France. On se dit que pour l'observer, il faut un lieu unique. Pour déterminer ce lieu, il faut qu'il ait plusieurs ingrédients. Donc, on a plein de villes possibles. On a choisi celle-ci parce qu'elle avait... C'est un peu d'ethnologie. Tu fais figure d'ethnologue, là. Oui, sociologue et en même temps psychologue. Enfin, on touche à énormément de matières. Mais on trouve donc un endroit et on doit créer un dispositif. Donc, l'idée était de se faire ouvrir tous les lieux où un phénomène de violence puisse apparaître. Que ce soit les urgences à l'hôpital, le tribunal, la police, mais aussi les collèges, la NPE, Pôle emploi maintenant. Tous ces lieux-là, avec tous les métiers de contact, on s'était dit on va observer des histoires arriver. Et on va voir au fil du temps comment elles se développent. Alors évidemment, quand on prépare ça, on se donne des canevas. C'est-à-dire, je voulais raconter l'histoire d'une cité. Je voulais raconter les problématiques d'adolescence. Je voulais raconter la violence sexuelle, qui est absolument terrible, et qui est encore tabou. Ah, complètement. Et donc, c'est des choses qu'on voulait observer. On s'est lancé et je voulais aussi comprendre l'articulation entre ces petits business, ces petits arrangements entre gens et comment au fil du temps ça peut déclencher des phénomènes souterrains, etc. Donc voilà, c'est un énorme travail. On a filmé pendant 3 ans. Et tu savais que ça allait durer autant ? Non, honnêtement non. Mais c'est vrai que... C'est la richesse de ce qu'il y avait à filmer, de ce qu'il y avait à dire qui a fait que ça a duré 3 ans. Et puis nous, de comprendre ce qu'on voyait. Oui, parce que tu viens avec ton idée, puis après, quand tu es immergé dans la cité, peut-être que tu as changé d'opinion sur certaines choses. Forcément. Et ça fait aussi partie de l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut savoir à un moment s'effacer devant une réalité, essayer de la comprendre, et donc changer complètement ses principes, tourner autrement, filmer autrement, poser les histoires autrement. Voilà. Et puis il y a un moment, on a plusieurs temps, le temps de l'écriture, le temps de filmer, et puis le temps de monter, qui est vraiment l'écriture proprement dite. C'est-à-dire on avait 800 heures de films, et il fallait en faire 4 films. Donc bonjour le dérochage. Ah oui, c'est monstrueux, c'est du travail de dingue. Mais c'est passionnant, parce que d'abord le résultat fait que ça marque les gens.
Ils se souviennent de cette collection, à l'époque, c'était donc il y a près de 10 ans. Du coup, on a pu enchaîner d'autres collections de ce type. On a fait une qui s'appelait École en France, pour essayer de comprendre comment le système éducatif peut ou ne peut pas aider des gamins à devenir eux-mêmes, ou à les refouler voilà, dans cette violence institutionnelle, voilà, où tout ne marche pas. On a fait une troisième qui était passée il y a 2 ans et qui a reçu le prix Albert Londres, qui s'appelait La mise à mort du travail, qui essayait de comprendre les dysfonctionnements dans les entreprises aujourd'hui, les nouvelles organisations du travail, le harcèlement au travail, la violence entre les gens. Mes thématiques sont très proches des problèmes de violence. Voilà, et tu mets chaque fois le doigt là où ça fait mal, mais tu n'es pas là pour apporter des réponses. Non. C'est pour des éclaircissements, c'est pour étaler une certaine vérité. Montrer une complexité montrer que... les préjugés, ça ne marche pas. Voilà, les choses sont plus compliquées qu'on croit. Ça, faut le dire. Mais bon. Voilà, montrer que les injustices sont réelles, mais qu'en même temps, c'est pas parce qu'il y a de l'injustice qu'on doit être violent, mais comment ça se passe et comment ça se passe dans une famille et quel est le rapport entre le fait qu'il faille se lever à 3 heures du matin pour aller travailler et du coup les enfants sont un peu en errance et qui s'en occupe le soir et pourquoi est-ce qu'ils sont dans la rue alors et alors qui est responsable, c'est les parents, mais ils doivent aller travailler à 3 heures du matin. Donc voilà, toutes ces absurdités-là qui pourrissent la vie. Elles sont aussi dans une logique de système, et donc essayer de décortiquer ces systèmes, qui sont pas juste des questions politiques, hein, qui sont des questions d'organisation sociale. Gauche-droite, voilà. C'est des questions d'organisation sociale. Donc ça, c'est un grand volant de ce que je fais. Il y a un autre volant qui est l'histoire contemporaine, et là, on avait fait une très grosse série en 2008 qui s'appelait La Résistance, qui essayait de comprendre comment une société civile, quand elle est confrontée à les nazis, hein, donc la barbarie et tout, comment elle est atomisée, mais comment aussi elle se révolte. La résistance est un formidable mouvement où en 4 années seulement, des organisations clandestines se sont créées partout en France. Et ont pu se fédérer et œuvrer. Ont structuré et ont contribué à la libération. Bon. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà. Et puis on fait aussi des grandes enquêtes très politico-économiques, avec Pierre Péan, qui est mon vieil ami. Et donc on a fait l'an dernier une grosse série qui s'appelait Manipulation, qui reprenait toute l'affaire Clearstream en 6 épisodes, pour essayer de comprendre comment le pouvoir exécutif, le lobby militaro-industriel, la finance internationale, les services spéciaux, comment tout ça fonctionne. Et c'est ça qu'il y a derrière l'affaire Clearstream, mais en même temps, comment le pouvoir judiciaire intervient là-dedans, le pouvoir médiatique, puisqu'au départ, c'est un journaliste qui dénonce ça, et qui pendant 10 ans, Denis Robert, va être traîné dans la boue, et puis finalement va gagner, mais derrière, il y a d'autres intérêts, c'est ADS, c'est le groupe Lagardère, c'est les ventes d'armes françaises. Toutes ces imbrications qui, à nous, pauvres mortels, nous semblent très loin. Incompréhensibles. En fait, ce sont des polars dingues. Ouais. Mais surtout, comme toute affaire d'État, ça nous donne à voir ce qu'est le fonctionnement du pouvoir, là où on n'est pas censé aller. Et donc, en fait, on se rend compte que dans tous les pays, mais particulièrement en France, il y a une espèce de zone grise où se décident des choses entre, pour vendre des armes, il faut corrompre. C'est fou. Et pour corrompre, il faut des gens qui savent le faire. Il y en a qui sont très forts. Et est-ce qu'ils arrivent à se faire choper? Parce que finalement, on les retrouve un peu partout. Il y en a qui survivent à tous les gouvernements successifs. On retrouve toujours les monsieur machin, monsieur truc. On va pas donner de nom. Hein. Non, mais si, on peut en parler. Je veux dire, l'affaire Karachi, c'est 11 morts quand même. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? On découvre que derrière, est-ce que c'est ça ou pas qui est la cause véritable? On le saura peut-être jamais, de ces 11 morts, de cet attentat à Karachi. Mais enfin, c'est des ventes d'armes, c'est des ventes de sous-marins au Pakistan. Ces ventes et des commissions qui n'ont pas été versées. Enfin, ça, c'est... Oui. Et après, il y a eu des représailles. Mais d'abord, ces commissions ont généré des rétro-commissions qui consistaient à financer la campagne électorale de Balladur, dont le porte-parole était Nicolas Sarkozy. Tiens. Ah, voilà. Bon, des choses... Bon, voilà. Alors, qu'a fait Chirac après? Et qu'a fait la gauche après? Et on se rend compte de ça. Alors, volonté de probité de certains, et puis volonté d'autres de dire c'est un système, ça marche comme ça, et puis d'autres qui en abusent complètement. Et tout ça est très étroitement mêlé. On utilise pour ça les services spéciaux, et puis voilà, quand un incident arrive,
Et Karachi, hélas, ce n'est qu'un incident, 11 morts, c'est rien. Oui, et ben, un juge arrive, on l'empêche de travailler, il y a des rapports qui circulent, et, voilà, et tout ça met 10 ans, 15 ans à émerger. Et ce n'est qu'une petite partie des choses, mais ça permet de réfléchir vraiment à ces problématiques de zone grise. On sait que le blanchiment de l'argent, la corruption, c'est quand même quelque chose de colossal. Alors bon, tu aurais de quoi t'amuser ici aussi sur notre territoire, parce qu'on a des joueurs aussi. Ah mais Gaston Floss, c'est copieux, c'est entièrement d'accord. Il y a de quoi faire, largement. Mais bon, là, ce que tu vas faire dans les ateliers, donc justement riche de tous ces documentaires que tu as fait, c'est bien faire travailler des gens qui vont venir. Alors, est-ce qu'ils ont déjà des idées de documentaires, des sujets, ou alors tu es là pour les aider à écrire? Non, je n'ai pas les aider à écrire. Moi, je vais m'adresser autant à des professionnels, des semi-professionnels, que les gens d'ici qui ont envie de savoir comment on fait. Moi, j'ai sélectionné, j'ai ramené une trentaine de films. J'ai des extraits que je veux montrer pour expliquer comment ça marche. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'une séquence ? Comment ça s'inscrit ? Qu'est-ce qu'un plan séquence ? Comment on filme ça ? Comment on se retrouve quelque part ? C'est de la réalité et il faut l'appréhender, la tourner. Mais quelle est l'idée derrière ? Oui, alors, comment on la filme pour montrer, pour qu'elle serve la démonstration. Sans ça, il suffirait de se mettre à la terrasse d'un café, de mettre une caméra de surveillance et ça ferait un film. Non, il y a une narration, il y a une histoire à raconter, comment ça se construit et pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qui fait un bon sujet, qu'est-ce qui fait une thématique. Et en espérant que ça aide des Polynésiens à se lancer. Que ça donne envie. Oui, parce que l'écriture d'un documentaire, on le répète, c'est pas simplement, on ne tourne pas des images. Mais c'est pas non plus du journalisme. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est une problématique. C'est comme un roman, une démonstration. Oui, un essai, si on veut. Un essai. Oui. Mais en même temps, ça raconte une histoire. Alors c'est vrai que c'est proche de la technique littéraire du roman, mais c'est surtout un point de vue. Encore une fois, c'est très très important ça. Alors que le journalisme a comme idée de présenter une réalité plus ou moins objective. Voilà, en gros, 1 minute pour l'un, 1 minute pour l'autre, et j'essaie de balancer, je fais mon enquête, et c'est un commentaire qui portera tout ça. Là, l'idée, elle est quand même beaucoup plus de se rapprocher dans ce qu'on appelle du cinéma du réel, de laisser vivre les choses, d'essayer de faire oublier une caméra, d'observer, mais en même temps, la façon dont on le filme est en soi très politique. C'est Jean-Luc Godard qui disait ça. Oui. Un travelling, c'est de la politique. Qu'est-ce que je filme quand je regarde ? Qu'est-ce qui est hors champ ? Qu'est-ce qui est dedans ? Pourquoi je vais là ? Comment je regarde ? Comment je rends compte ? Qu'est-ce que j'écoute ? Bon, voilà, tout ça, ça se discute et il y a des formes. Alors, il y a aussi du formatage. Oui, parce qu'il y a des 13 minutes, des 26 minutes, des 50 minutes. Voilà. Et savoir ce que demandent les télés, parce qu'après, il faut être diffusé. Donc, il faut un certain format qui passe aussi. Et la diffusion, c'est tout le problème. Et ici, je ne sais pas comment ça se passe, mais le documentaire est un genre qui fait réfléchir, qui donne à penser. C'est dangereux. Surtout quand on vit, beaucoup de chaînes privées ne vivent que de la pub. Oui. Et leur principe est quand même de mettre des programmes qui ne dérangent pas les annonceurs. Bon. Oui, donc c'est pas un genre qu'on va retrouver par exemple sur TF1 ou M6. On ne verra jamais de documentaire. C'est quelque chose qui est essentiellement lié à une ambition qu'on va trouver dans le service public, que ce soit France Télévisions, sur Arte, mais aussi Canal+, quand on a fait un choix éditorial. Et donc, c'est déjà un choix. Voilà, on fait du documentaire, et on fait pas de la télé-réalité. Voilà, c'est vrai que... Eh bien, écoute, on va essayer de se donner rendez-vous tous les après-midi, c'est ça ? Voilà, à partir de mardi. 15h, 17h, sous le chapiteau du Centre culturel ou à l'ULFIFO. Eh bien, écoute, tu m'as donné vraiment envie d'aller voir un petit tour. Je vais abandonner mes auditeurs et j'irai te voir. Merci. À demain alors. Merci Christophe. Au revoir.